Attila admire les scènes de chasse, mises en valeur par des champs mosaïqués ornés de motifs géométriques et végétaux. En entendant des pas, il se tourne. Voit Essius qui s'approche et accueille son ami avec une exclamation joyeuse. « Alors, tu es un comte du palais, un compagnon de l'empereur. C'est grâce à toi, explique Essius. L'empereur veut éviter le mécontentement de ton oncle qui était en amitié avec Stylicone. Dans ce cas tu seras bientôt général, remarque Attila. D'ailleurs, les Romains ont tué à Pavie leurs généraux les plus vaillants. L'empereur vient de signer l'édit qui rejette des services d'État tous ceux qui ne sont pas de foi catholique. » Étonné, le prince secoue sa tête. « Je ne m'attendais pas à être témoin d'une telle révolution dans l'Empire romain. Ces événements me surprennent. D'ailleurs Alaric continue ses revendications de subsides et de territoire pour son peuple. On espère qu'il n'osera pas attaquer l'Italie. Ses lettres à l'empereur sont très modérées. On dit que les amis de Stylicone échappés du massacre de Pavie sont cruellement torturés pour leur arracher l'aveu d'une conspiration. Ils sont morts en silence. Leur fermeté me trouble. Je pense que Stylicone était innocent. » Le front d'Essius se plisse un instant. « Mon cher Attila, j'ai horreur de toutes ces intrigues. Dieu merci. Tu es ici et je suis chargé de ta sécurité et de tes affaires. » Il jette un regard sur une mosaïque où lion, tigre et antilope bondissent et courent, puis se tourne vers son ami. Ne parlons plus de ces tristes affaires. Je t'en prie, je te propose d'aller chasser dans les montagnes avec un détachement de la garde une. C'est une bonne idée, s'exclame Attila. J'étouffe dans ce palais. Essius est content de quitter Ravenne et d'aller chasser dans les Alpes avec les Huns. Il retrouve dans cette chevauchée le souvenir de ses années de séjour en Hunie et de l'hospitalité du Canoros pour un noble et jeune otage romain, fils d'un général. Il laisse pour quelque temps les intrigues du palais et les commérages des courtisans. Quand leur détachement arrive à Trente, petite ville au pied des montagnes, les habitants les rencontrent avec joie. Tous les visages leur sourient. Les Huns de la garde impériale passent souvent chasser les chèvres. Ils ont besoin de se distraire de leur service au palais car l'empereur Honorius se déplace peu. Les cornes de chèvre et de bouc servent à réparer leurs arcs composites qui étonnent les Romains par leur puissance et leur précision. Les habitants profitent de cette occasion pour vendre aux soldats du vin et du fromage. La chasse est pour Attila un entraînement au tir à l'arc. Il confirme aux guerriers son droit de les diriger pas seulement par sa haute naissance mais aussi par son habileté et par son don de commandement. Par la maturité de son esprit malgré son jeune âge. Attila s'initie ainsi à sa future destinée royale. On sent dans sa voix encore juvénile une grande autorité naturelle. C'est aussi une occasion de retrouver la vie des ancêtres et de respecter les coutumes. Les soirs, tout le monde, une trentaine d'hommes, se réunit autour d'un grand feu en laissant pâturer les chevaux entravés. Les grandes branches craquent et les étincelles montent vers le ciel couvert d'étoiles. On suspend sur le feu de grands chaudrons où mijote un ragoût de viande de chèvre avec des oignons et des haricots. Cette nourriture simple est servie avec du kumis, lait de jument fermenté, et du vin. Les Huns se racontent des succès de chasse, des exploits guerriers, des légendes des ancêtres. Ils se souviennent avec nostalgie des grandes chasses des steppes. Après 2 semaines de chasse, Attila et Essius, avec leur détachement, descendent des montagnes en suivant la vallée de l'Adige. Ils s'étonnent du changement de comportement des habitants de Trente qui se cachent à leur approche et arrêtent un vieil homme. Pourquoi les gens se cachent-ils de la garde impériale? Que se passe-t-il? Les habitants de plusieurs villes d'Italie ont massacré les familles de soldats barbares et ont pillé leurs maisons. Notre ville n'avait pas de population barbare mais nous avons peur de la vengeance des soldats furieux et désespérés.
Essius s'exclame involontairement, « Quelle bêtise! Maintenant l'invasion des Visigoths est inévitable. » Alaric regarde les nuages qui se dirigent vers l'Italie poussés par le vent du nord. Les coups d'air froid arrachent des arbres les premières feuilles jaunes. Le temps passe, on ne peut plus attendre. Le roi sent l'impatience et la rage de ses officiers vêtus de leurs plus beaux habits, certains coiffés de casques à grandes ailes ou à cornes d'auroch, bouleversés par les dernières nouvelles. Il lève la main. Le silence s'installe, on n'entend que le bruissement du vent. Alaric annonce sa décision, les Romains ne veulent pas payer les 4000 livres d'or accordés par leur Sénat. Je vois maintenant que les arguments diplomatiques sont inutiles. Nous allons nous-mêmes chercher en Italie la récompense de nos services à l'Empire. Les yeux des Goths s'enflamment. Les cris rompent le silence, vive Alaric! Vive le roi des Visigoths! Écrasons cette nation perfide. Alaric continue, je refuse de croire encore à leur serment. Les Romains changent sans cesse leurs résolutions et rejettent toutes nos propositions. Nous sommes invités par les vaillants et fidèles partisans de Stylicone. J'ai toujours respecté ce grand général qui nous estimait et qui est devenu progressivement mon ami. Les soldats barbares en Italie ont juré une guerre juste et implacable aux Romains qui ont violé si bassement les lois de l'hospitalité aux familles de leurs défenseurs. Nous sommes attendus par des dizaines de milliers d'esclaves d'origine barbare. Le roi des Huns nous a promis sa neutralité. Sans soldats barbares et sans le soutien des Huns, l'armée romaine n'osera même pas nous livrer une grande bataille. Honorius est momentanément revenu à Milan, ancienne capitale impériale. Attila l'accompagne avec la garde une et profite de ce séjour pour visiter une grande et magnifique ville romaine ayant de grandes traditions culturelles. La différence avec la nouvelle capitale impériale est frappante. Maisons innombrables et cossues tandis que les pilotis dans les terres marécageuses et mouvantes de Ravenne ne peuvent supporter que des constructions plus légères, souvent en bois. La ville avec ses monuments et ses bâtiments de différents siècles. Son palais impérial est entouré par un double rempart qui amplifie l'aspect de la cité pour qui même la comparaison avec Rome n'est pas écrasante. Attila visite avec Onège le célèbre quartier de bains d'Hercule, admire des péristyles ornés de marbre, une ceinture de murailles défensives. C'est étrange que l'empereur n'ait pas trouvé assez sûr cette ville si bien fortifiée et l'ait quittée pour cette misérable Ravenne si peu noble et si peu glorieuse. Il estime donc les fossés boueux plus efficaces pour la défense que de solides murailles. S'exclame le jeune prince. On peut facilement ravitailler Ravenne par la mer en cas de siège. Explique Onège. Et s'enfuir en cas de danger, sourit Attila. Pour moi c'est une preuve de la faiblesse actuelle de l'Empire. Près du palais, ils voient Essius qui les attend avec un détachement de cavaliers huns. Il vient à leur rencontre et annonce, les Visigoths ont traversé la frontière. L'empereur vient de quitter Milan pour Ravenne. Dépêchons-nous. L'armée et le peuple des Visigoths passent les Alpes, pillent plusieurs villes. 30 000 anciens soldats barbares de Stylicone les rejoignent. L'armée agrandie d'Alaric arrive rapidement sur le bord des marais qui environnent Ravenne. Les légions romaines n'osent pas sortir de la capitale. Mais Alaric ne veut pas perdre son temps en assiégeant cette ville presque imprenable car les eaux du Pô, réparties entre les canaux de dérivation, entouraient la nouvelle capitale impériale et fournissaient une protection supplémentaire aux remparts. Il ne veut pas non plus risquer la vie du prince Attila et dégrader ses relations avec le Canoros, son oncle. Les Visigoths avancent jusqu'à Rimini en continuant leurs ravages sur les côtes de la mer Adriatique. Un jour, Alaric voit un vieil ermite qui vient courageusement au-devant de lui et dit « Ô roi des Goths, arrête-toi.
Le ciel est indigné par les crimes de tes soldats qui oppriment la terre. Quitte l'Italie pour sauver ta vie et ton âme. Choqués par ces mots hardis, les Goths attendent la réaction de leur chef. Alaric sourit et embrasse le saint homme et lui déclare: c'est par la faute de vos ministres qui ont refusé nos justes demandes que nous sommes ici. Mais maintenant je suis entraîné malgré moi aux portes de Rome, par une impulsion surnaturelle. Rien ne peut plus nous arrêter. Les troupes gothesses suivent la voie flaminienne, traversent les Apennins. En route, les soldats tuent et mangent des bœufs sacrés, blancs comme neige, réservés autrefois à l'usage des sacrifices à l'occasion des triomphes. Bientôt, ils déploieront leurs tentes sous les murs de Rome.